Bonjour, c'est Amablian. Bienvenue à ce premier cours de la semaine. Donc, aujourd'hui, j'ai prévu là, de corriger le devoir 2. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'élèves qui avaient des questions. Je pense que, puis beaucoup d'élèves qui l'avaient fait quand même, qui s'étaient posé les bonnes questions. Donc, voilà, on va corriger ça aujourd'hui. Puis après ça, j'avais planifié là, faire un petit caout, étant donné que c'est notre dernier cours sur la résolution du système d'équations, puis les fonctions générales. Donc, ce serait le fun de voir là, comment on se débrouille là-dedans, bon, avec des questions classiques. Donc, on va commencer sans plus tarder. Euh, donc, au numéro 1, on nous dit de tracer le graphique de chacune des fonctions ci-dessous. Donc, ce qui va se passer ici, là, c'est que on a la fonction ici qui représente ben, qui représente la droite qu'on devra tracer. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller se demander les questions spécifiques suivantes. On sait que tout ce qu'on va avoir à faire ici, là, étant donné qu'on voit bien que c'est une droite, on va tracer deux points, puis on va les relier ensemble là, à l'aide d'un trait. Puis, après ça, là, on va avoir notre droite, hein. Le graphique de la fonction va être tracé comme l'indique la question. Donc là, la manière de faire ça, hein, de placer les points, bien sûr, c'est bien facile de dire, OK, on va placer des points. Mais comment on fait pour placer des points? La première des choses, c'est sûr qu'il faut commencer par graduer les axes, là. Donc, j'ai placé des graduations de 1 ici. On aurait pu placer d'autres types de graduations. Ça aurait peut-être été utile, là, mais j'ai décidé de le faire comme ça. Il y a d'autres manières de le faire. Puis, plein de bonnes réponses, bien sûr. Donc, si on a la fonction, hein, je l'ai réécrit en haut, on a la fonction 4 cinquièmes, 4 cinquièmes de x moins 7. Donc là, ici, pour ceux qui se demandent le taux de variation, là, c'est bel et bien 4 cinquièmes. Hein. S'il y en a qui sont moins à l'aise avec ça, bien sûr, ils peuvent réécrire la fonction de cette façon-là. Y est égal à mon taux de variation fois x moins 7. Si vous voulez transformer 4 cinquièmes en notation décimale, là, vous pouvez. 4 divisé par 5, vous pouvez calculer ça sur votre calculatrice. Euh, fois x moins 7. Là. Fait que là, dans le fond, 4 cinquièmes, c'est équivalent à 0,8. Puis y, dire qu'une fonction de x ou de y, on a vu là, qu'on pouvait faire les deux. Donc, dépendamment de la notation qui vous convient, moi, j'ai gardé la notation du problème. Donc, il ne faut pas oublier ici là, que le taux de variation, c'est 4 cinquièmes. OK? Donc, voilà. Puis, l'ordonnal d'origine, c'est moins 7. Fait que dans le fond, on sait qu'on peut tracer facilement l'ordonnal d'origine, tout simplement en se demandant quand x vaut 0, quelle sera la valeur de y, c'est-à-dire de ma variable dépendante. On voit ici hein, qu'on peut remplacer ou tout simplement voir que quand x vaut 0, c'est sûr que ça ici, là, l'expression qui est ici, là, 4 cinquièmes fois 0, c'est sûr que ça va valoir 0. Puis après ça, c'est facile de constater là, que la fonction va valoir moins 7 quand x va valoir 0. Donc, on continue comme ça, puis on le calcule proprement. Donc là, quand x vaut 0, comme je l'ai dit, y vaut moins 7. Donc ça donne droit au point 0 moins 7. Ce qui arrive avec le point 0 moins 7, avec les graduations que j'ai mis, c'est qu'il tombe un peu là, à l'extérieur, comme vous le voyez ici, il tombe un peu à l'extérieur de la zone. Donc là, bon, c'est pas nécessairement un bon choix de point, mais je voulais vous montrer. Fait que là, ici, hein, on s'entend que si j'avais eu des graduations différentes, par exemple des graduations de 2, j'aurais pu placer mon ordonnal d'origine là-dedans. Ça aurait peut-être été utile. Mais bon, on a commencé comme ça, donc on va continuer. Fait qu'on va se demander, bon, pour une autre valeur de x, là, quelle sera ma valeur de y. On peut en essayer plusieurs, mais voilà. Moi, ce que j'aime bien faire ici, là, quand j'ai une fraction comme ça, c'est que la valeur de x ici, ce serait le fun qu'elle vienne se simplifier là, avec mon dénominateur. Donc là, je pourrais tout simplement choisir des multiples de, de 5 ici, finalement, pour que ça donne un chiffre entier. Hein, parce que là, si ici ça ne se simplifie pas comme ça, je n'aurai pas le droit à un chiffre entier. Donc, ce serait le fun d'avoir un chiffre entier pour bien pouvoir placer sur les points quadrillés. Donc là, ici, hein, je vois que j'ai effectué la simplification suivante. 4 divisé par 5 fois 5, ça fait tout simplement 4. Donc voilà, j'ai simplifié. Puis c'était vraiment important dans le choix de mon x ici, là, parce que si j'avais pris un x, mettons, qui est égal à 3, là, je me serais embarqué dans les trucs décimaux, puis ça n'aurait pas été aussi précis. Donc là, si on veut le faire proprement, c'est souvent utile là, de sélectionner un multiple du dénominateur, finalement. Si notre taux de variation est une fraction, bien sûr. Donc là, ici, quand je simplifie, hein, ça donne 4 moins 7, ça donne moins 3. Donc là, ça, ce que ça me dit, c'est que quand j'ai donné la valeur 5 à ma fonction, celle-ci m'a retourné moins 3. Donc là, ça donne droit au point, bien sûr, 5 moins 3. Hein. Quand x vaut 5, y vaut moins 3. C'est ça que j'ai calculé ici. Donc là, je vais aller placer le point 5 moins 3, tout simplement. Voilà, il est là. Donc là, je pourrais tracer une droite ici, mais on s'entend que ce ne serait pas très propre d'un point de vue mathématique parce que mon point gris ici, là, il n'est pas très clair.
Donc voilà, on va aller chercher un autre point. Encore une fois, je vais aller chercher un multiple de 10. Là. Je vais prendre un x qui vaut 10, puis je vais me demander quelle sera la valeur de ma fonction quand x vaut 10. Ben, ici, on va se marquer que ça va simplifier, mais ça va donner 2. Hein. 10 divisé par 5, finalement, ça donne 2. Fait que 4 fois 2, ce sera l'opération qu'il faut que je fasse. Là. Ça fait bien sûr 8. Donc, bon, je ne perds pas de vue mon ordonnée à l'origine. Là. Donc, c'est moins 7. Puis après ça, ben, 8 moins 7, ça fait 1. Donc là, on a comme information que quand ma fonction vaut 10, y vaut 1. Donc là, je peux aller placer mon troisième point. Puis, ça va me donner un truc quand même précis. Donc voilà, la droite de ma fonction. Je peux tout simplement relier mes points. Bon, on voit que si j'avais sélectionné des graduations, peut-être que ce serait plus clair un peu, mais c'est bon, c'est très clair de cette façon-là. Là, ça dépend des choix que vous avez fait en début de problème. Donc voilà, j'ai tracé le graphique de la fonction. Au numéro B, on va fonctionner exactement de la même façon. On va commencer par graduer nos axes. Encore une fois, j'ai choisi des graduations de 1, plus simple. Donc ici, je vais demander, bon, ici, la valeur de l'ordonnée à l'origine est vraiment comme, elle va rentrer premièrement dans le graphique, là, puis être ici, encore une fois. Hein. Fait que là, bon, pour ceux qui s'en souviennent, hein, on peut tout simplement choisir ici là, de venir placer le point 0,5 sans faire des calculs. Bon, pour ceux qui veulent faire des calculs, pour se rassurer, c'est bien parfait. Moins 3 fois 0, ça fait 0. Ben 0 plus 5, on sait que la fonction, quand x vaut 0, y vaut 5. Donc ça, c'est le point qui est en rose ici. J'ai été placé dans mon graphique. Je vais faire la même chose pour un deuxième point. Pourquoi pas? Qu'est-ce que la fonction va me retourner quand x vaut 1? Ben, je prends mon x ici, là, puis je le remplace dans l'équation. Ben, j'effectue les calculs. Ici, c'est une petite erreur, mais ça donne droit au point, là, tout simplement 1, 2. D'accord? Donc là, j'ai été calculé, là. J'ai été calculé un deuxième point. Fait que je vais tout simplement le placer dans mon graphique. C'est le point 1, 2. Donc on le voit, il est ici, il est en bleu. Donc voilà. Après ça, ben, bon, je vais le faire pour un troisième point, mais ça, c'est vraiment une étape de vérification parce que si je calcule pour un troisième point, puis que je tombe vraiment dans un truc, mettons un point qui ne sera pas aligné avec les deux autres, ben là, je pourrais commencer à me demander, là, y a-t-il des affaires qui n'ont pas marché avec mon calcul? Mais là, si par exemple mon point il tombe ici, là, je vais dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai mal calculé ceux-là ou est-ce que j'ai mal calculé lui? Fait que dans tous les cas, il va falloir que je recommence un peu, là. Donc là, dans le fond, c'est un peu une étape de vérification ici, là, parce que techniquement, avec 2 points seulement, je serais capable de tracer ma droite. Mais c'est toujours important de se vérifier si on ne veut pas commettre d'erreur. Donc, moins 3 fois 3, ça fait moins 9. J'ajoute ça l'ordre dans le régime de 5, ça fait moins 4. Donc, ma fonction vaut moins 4 quand x vaut 3. Donc, ça donne droit au point 3 moins 4. Puis, je peux placer ma droite ici, là. Donc, j'étais capable de tracer le graphique de ma fonction. Je vais revenir à la solution, là, pour vous donner un petit instant. Ben, je vous rappelle que les vidéos sont disponibles sur YouTube. Donc, si vous avez mal compris une question, vous pouvez toujours cliquer sur le lien, là, puis aller re-regarder la vidéo. Bon, puis mettre ça sur pause, hein, si jamais là, vous voulez regarder plus en détail les équations. Donc, au numéro 2, on nous demande, ben, à partir de la table de valeurs ci-dessous, calculer les valeurs demandées. Donc ici, il va falloir calculer f de 8 puis f de 32. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par trouver là, le taux de variation puis l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est bien sûr pour les élèves qui oublient de commencer par le schéma de décision. Donc, j'ai fait un petit exemple ici de comment ça se passait si jamais on n'applique pas le schéma de décision. On ne se demande pas en début de problème quand on regarde une table de valeurs, parce que si c'est un graphique, bien sûr, on voit une courbe, puis on remarquerait que c'est une fonction inverse. Ici, dans une table de valeurs, si jamais c'est une fonction inverse, puis qu'on ne se le demande pas au début, puis qu'on ne s'en souvient pas, hein, ça peut nous mêler gravement. Donc là, je m'appelle Monsieur X dans la classe de François William, puis je vois un affaire de même, je dis OK, bon, le prof va encore que je calcule une fonction du premier degré. Fait que je vais sortir mes patentes. Je sais que j'ai, bon, f de x égale à x plus b, il va falloir que je calcule mon taux de variation qui m'a dans l'origine. Hein. Ça, c'est si j'oublie d'appliquer le schéma de décision. Donc là, ici, pour un saut de plus 2 en haut, hein, plus 6, entre 4 et 10, puis plus 2, ben, pour ces sauts-là, je fais un saut de moins 53, moins 31,8, puis moins 7,95. Fait que là, techniquement, si j'avais un taux de variation normal, hein, tout ce qui se passerait ici, là, c'est que ben, j'aurais toujours le même taux de variation, c'est-à-dire quand je calcule la variation des y, hein, divisé par la variation des x, ça devrait toujours me donner la même chose. Mais là, je vais le faire. Je vais calculer, bon, ma variation des y divisé
hein, moins 53, divisé par ma variation des x. Bon, ça fait moins 26,5. Donc là, bon, techniquement, si c'est bel et bien une fonction du premier degré, mon taux de variation, là, ici, j'étais ici, bien sûr, mon taux de variation devrait être moins 26,5. Donc, si, bon, je vais aller confirmer l'affaire en calculant une autre fois le taux de variation, c'est-à-dire la variation des y divisé par la variation des x, juste ici. Donc, ce que ça donne, hein, bien sûr, c'est, bon, moins 31, moins 31,8 divisé par 6, ce qui donne moins 5,3. Là, ça ne marche pas mon affaire, je comprends pas. Je me mets à capoter, je me dis, Monsieur Bolduc, ça marche pas mon affaire. Puis là, je pogne les nerfs. Mais je vais le calculer encore une autre fois. Je vais me dire, peut-être que ça va marcher là, puis j'ai fait une erreur de calcul, je sais pas. Non. Fait que ça donne toujours des trucs différents. Fait que c'est là que, bon, je suis en maudit, puis je me dis, non, ça marche pas mon affaire, puis j'efface tout, puis je recommence. OK? Donc là, puis c'est important de faire ça ici, puis de se rappeler de ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? C'est que quand j'ai une table de valeurs, puis que je tiens pour acquis que c'est nécessairement une fonction du premier degré en troisième secondaire, mais ça donne des fois, ça donne des affaires bizarres parce qu'en troisième secondaire, il n'y a pas juste des fonctions du premier ou de degré zéro, il y a des fonctions inverses qu'on voit aussi. Donc là, ici, on est dans le cas d'une fonction inverse. Puis, le schéma de décision me dit la chose suivante. Est-ce que la multiplication des coordonnées est toujours la même? Si oui, je suis dans le cas d'une fonction inverse. Donc, étant donné que ma réponse est bel et bien oui, parce que bon, on l'a testé, là, ben, je vais le tester tantôt. Je sais que je suis dans la forme d'une fonction inverse, donc je vais vouloir trouver ici quelle est la valeur du coefficient k pour avoir la règle de ma fonction inverse. Donc là, hein, multiplier des coordonnées ensemble, ce serait de faire ben, 2 fois 106. 2 fois 106, c'est 212. Après ça, 4 fois 53, c'est aussi 212. 10 fois 21,2, c'est aussi 212. 16 fois 13,25, c'est aussi 212. Donc là, j'ai bel et bien une fonction inverse. Puis la règle de cette fonction inverse, c'est tout simplement y ou f de x est égal à 212 divisé par x. Okay? Donc là, on n'est pas en contexte ici, on n'a pas de contexte pour dire que représente ma variable y et ma variable x, mais c'est ça la règle de ma fonction. Donc 212 divisé par x, puis ben, la question c'est bien sûr de calculer f de 8 puis f de 32. Donc là, une fois que j'ai calculé la règle de ma fonction, premièrement j'ai appliqué le schéma de décision, je me suis demandé, ok, est-ce que la multiplication des coordonnées est toujours la même? Oui, ça veut dire que je suis dans le cas d'une fonction inverse, puis dans ce cas-là, ben, la règle est celle dans le coin en haut à droite. Donc ici, je vais calculer f de 8. Et dans le fond, c'est qu'est-ce que vaut ma fonction quand x vaut 8. Fait que je vais prendre ma règle ici, ma règle générale, puis je vais aller remplacer là-dedans. Mais f de 8 est égal à 212 divisé par 8. Vous voyez que j'ai juste remplacé le x ici par 8. Puis je vais calculer ce que ça donne. 212 divisé par 8, ben, ça donne 26,5. Donc là, la valeur de f de 8, c'est 26,5 tout simplement. C'est la réponse. Puis après ça, je vais faire la même affaire pour f de 32. F de 32 est égal à 212 divisé par 32. J'ai simplement remplacé le x par la valeur demandée et j'ai calculé le résultat que ma fonction retourne de ma variable dépendante. Donc, le résultat de 212 là, divisé par 32, c'est 6,625. C'est la réponse à la question B. Donc, au numéro 3, on a une situation, un contexte. On nous dit, Jessica fait appel à une paysagiste pour l'aménagement de son terrain. Le salaire de cette dernière consiste en un taux horaire auquel s'additionne une somme fixe pour l'utilisation du matériel. Donc là, déjà là, à partir de là, on va s'arrêter ici. Là. J'étais rendu là. Dans le fond, cette partie-là, elle nous dit tout simplement que je vais être de la forme y est égal à x plus b. C'est ça que cette partie-là nous dit, parce qu'elle nous dit un taux horaire auquel s'additionne une somme fixe. Donc là, elle nous confirme qu'on est dans une fonction de premier degré. Si on n'est pas sûr, on pourrait prendre les deux points de coordonnées qu'on nous donne plus tard, puis essayer de les multiplier ensemble, puis voir qu'on est bel et bien dans le cas d'une fonction du premier degré. Mais bon, on ne fera pas ça, on va juste tout simplement là, tenir pour acquis là, que ben, la question nous donne comme information qu'on est dans le cas d'une fonction du premier degré qui aura un ordonnal à l'origine. Sinon, on aurait seulement au taux horaire. Hein, on n'aurait pas une somme fixe. Cette somme fixe-là va représenter, pour l'utilisation du matériel, bien sûr, va représenter l'ordonnal à l'origine. Bon. Ceci étant dit, là, le problème est fait bon, de manière spéciale, puis il faut être habitué de savoir comment faire ça. Donc, premièrement, je vais fixer mes variables. Je sais que X va représenter le nombre d'heures de travail et Y le coût. Hein, encore une fois, bon, X c'est ma variable indépendante, puis Y c'est ma variable dépendante. Ben, le coût dépend nécessairement
nombre d'heures de travail pour un employé. Ça, j'espère là, que c'est bien clair. Donc, on nous donne les informations suivantes. Ben, 76$ pour 4 heures. OK? Puis on nous dit aussi 7 heures de travail, ça lui donne 117,25$. Donc là, ici, il ne faut pas oublier hein, que, ben, encore une fois, si on me permet, ben, X, c'est le nombre d'heures et 76, c'est dollars. Ici, 7, c'est le nombre d'heures. Et ici, on a le coût. Okay? C'est pour ça que ma variable x, y est définie de cette façon-là. Hein? J'ai des coordonnées x, y qui me sont données. Donc là, dans le fond, quand on était capable de faire cette étape-là, ce qu'il faut faire, bien sûr, hein, c'est d'être capable de calculer une fonction du premier degré à l'aide de 2 points seulement. Donc là, c'est une technique qu'on avait vue dans les notions théoriques. On est capable, à l'aide des outils qu'on a, de calculer une fonction du premier degré à l'aide de seulement 2 points. Là, ce qui était difficile un peu, bon, peut-être pas différent parce qu'on a fait beaucoup d'exemples comme ça, mais une étape, tu sais, d'habitude, ils vous disent, OK, calculez-moi la droite des 2 points qui passent par blabla, hein, les 2 points qu'on a ici. Mais là, ce qui arrive ici, c'est qu'il nous donne ça en contexte. Donc, il faut commencer par, bien sûr, là, transformer les points ici en coordonnées. Donc, ben, je l'ai fait. Puis, après ça, ben, je vais calculer là, ma règle à l'aide de 2 points. Parce que bien sûr, hein, ici, là, il nous donne une information sur le coût, puis il nous demande de trouver le nombre d'heures. Donc là, si je suis capable de ressortir ma fonction, je vais être capable d'appliquer le principe de la balance, puis de trouver ma valeur, c'est-à-dire de trouver le nombre d'heures qui est associé à un certain coût. Parce qu'on s'entend qu'ici, l'information qu'il nous donne dans la question, c'est bel et bien, bah, si une personne a gagné 96,63, combien d'heures de travail aura-t-elle travaillé? Bon, donc à l'aide de ma règle, bien sûr, je vais être capable de répondre à cette question-là. Fait que la première étape, c'est de calculer ma règle. Comment je vais faire ça pour le calcul de ma règle? Ben, comme on disait, hein, je sais que ça me donne une règle de la forme y égale à x plus b. Puis A, c'est mon taux de variation. Là. Bon, c'est bien sûr A ici que je calcule à l'aide de cette formule-là, on s'en souvient. Puis B, ben, je vais appliquer le principe de la balance là, pour résoudre puis pour trouver la valeur de mon paramètre B. Donc, je vais faire ça. Calculer mon taux de variation, ben, c'est assez simple. Hein? Je rentre ça dans ma formule. Ici, c'est mon Y2. Hein, on se souvient, là, bon, pour ceux qui ont besoin d'un petit refresher, on se souvient qu'ici, par exemple, je vais dire, OK, ça c'est X1, puis Y1, puis ça c'est X2, puis Y2. Donc là, une fois que j'ai fixé ça, ben, je peux tout simplement dire, OK, mon Y2, il va là, mon X2, il va là, mon Y1, il va là, puis mon X1, il va ici, pardonnez-moi. Donc, mais quand même, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est plugger dans la formule, OK? Ça devrait être une étape quand même qui se fait bien. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. Donc, c'est bien sûr là, la variation des Y divisée par la variation des X, ça revient au même. Fait que j'effectue le calcul, puis ça me donne, bon, 41,25 divisé par 3, ce qui me donne 13,75. Donc, j'ai trouvé mon taux de variation, c'est 13,75. Donc, je sais que ma règle de ma fonction est de la forme Y est égale à 13,75. C'est ça la valeur que je viens de trouver, fois X plus B. Donc là, ici, bien sûr, le défi, la prochaine étape, ça va être de trouver là, la valeur de mon ordonnée à l'origine en utilisant le principe de la balance, comme on l'a souvent fait. Donc là, je vais utiliser le principe de la balance, ma flèche est un peu croche, pour calculer là, la valeur du paramètre B. OK, donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre un de mes deux points, le point de mon choix, puis je vais aller, ben moi, je vais choisir lui parce qu'il est moins compliqué, puis je vais aller remplacer dans la formule, puis je vais isoler. OK? Donc, voilà ce que je vais faire. J'ai choisi, ça c'est bon, ça c'est la règle de ma fonction générale. J'ai seulement trouvé mon taux de variation. Puis ici, je vais me concentrer sur mon ordonnée à l'origine. Ben, comme j'ai dit tantôt, je vais prendre mon point qui est là, 4,76. Je vais aller dire, OK, la valeur de ma fonction, c'est 76 quand x vaut 4. Donc là, j'ai remplacé aux bonnes places. Puis après ça, ben, j'effectue mon calcul. 13,75 fois 4. Faut que je fasse cette multiplication-là d'abord. Donc, ça donne 55. Puis là, j'applique le principe de la balance là, pour trouver la valeur de mon b, c'est-à-dire j'isole. Fait que me trouve à faire moins 55 des deux côtés de l'équation. Puis ça, ben, ça donne la valeur de b, c'est-à-dire 21. Donc là, bon, c'est quand même une coupe d'étapes, là, trouver une règle à l'aide de 2 points, mais je l'ai faite. J'ai mon taux de variation ici, j'étais capable de trouver mon taux de variation, 13,75, puis j'ai mon ordonnée à l'origine. C'est tout ce que ça me prend pour calculer la règle de ma fonction. Donc, j'ai la règle de ma fonction, c'est 13,75x plus 21. OK, voilà.
Puis ben, la question ici, là, c'est combien d'heures aura travaillé une personne qui a gagné 96,63. Donc là, on sait comment faire ici. Ce qui arrive, c'est que je vais devoir utiliser ma règle générale, qui est 13,75 fois x plus 21. Puis, je vais venir remplacer l'information que j'ai pour mon y, hein. C'est-à-dire, bon, trouve-moi la valeur de ta variable dépendante, c'est-à-dire le nombre d'heures, quand ben, le coût sera de 96,63. Donc là, ici, c'est ça que je vais faire. Je vais remplacer. Hein, bien sûr, j'identifie mes variables, c'est toujours bien. Je remplace, puis j'applique le principe de la balance, bien sûr. Là. Fait que là, mon 96,63 ici, je l'ai remplacé à la place de f de x. Puis, ben, une fois que je suis dans cette situation-là, j'ai seulement un inconnu. Donc, je vais vouloir trouver ben, quelle est la valeur que je peux donner à x ici pour que l'équation soit satisfaite. La manière de répondre à cette question-là, c'est bien sûr d'appliquer le principe de la balance, puis d'isoler ma variable. Donc, si j'applique le principe de la balance, je commence par faire moins 21 des deux côtés de l'équation. Je me débarrasse de mon ordonnal à l'origine, là, ça va être plus simple comme ça. Donc, j'ai fait moins 21 des deux côtés. À droite, c'est parti. Le 21 est parti. Puis à gauche, ben, 96,63 moins 21, ça donne le chiffre suivant. Je continue. Je vais diviser par 13,75. Hein, le coefficient ici qui vient affecter ma variable x. Je vais me dire, OK, 13,75 fois quoi est égal à 75,63? Ben là, la manière de trouver vraiment cette question-là de manière directe, c'est de diviser les deux côtés de l'équation par 13,75. Donc, ici, je vais effectuer le calcul, puis ça donne 5,50. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on est dans le contexte, on parle d'heures de travail, hein? Donc, 5,50, c'est pas 5 heures et 50 minutes. C'est 5 heures et la portion décimale d'une heure qui est ben, 0,50. Hein? C'est comme quand on a 50 sous sur une pièce, c'est la moitié d'une pièce. Dans ce cas-là, ici, hein, on parle de la moitié d'une heure. OK? Donc là, il ne faut pas faire l'erreur. Même là, si on est capable de trouver tout ça, puis qu'on fait juste l'erreur à la fin, c'est pas très grave. Mais bon, pour être capable de le faire de manière très juste, on va se dire que ben, 5,50, ça représente le nombre d'heures décimales. Donc, 5 heures et la moitié d'une heure. Donc, 5 heures et 30 minutes, bien sûr. OK? Donc, je l'avais marqué la réponse finale, mais en tout cas, 5h30, hein, finalement. Au numéro 4, on nous dit Rachel possède un salon de coiffure. Elle utilise plusieurs produits et certaines compagnies baissent les prix lorsque elle leur en achète une grande quantité. Rachel s'est fixé un budget de 1800 pour l'achat de produits et de matériel. Elle doit commander 140 teintures et 120 brosses à cheveux et 155 shampoings pour cheveux frisés. Son budget est-il suffisant? Donc là, ici, ce qui arrive, c'est qu'on va calculer bon, la règle de chacune des fonctions qui me sont données. Donc, ce qui arrive ici, c'est que j'ai les teintures. Euh, Moi, j'ai les teintures en rouge ici. J'ai les brosses ici. Puis ici, j'ai les shampoings. Donc là, ça va donner droit là, à trois équations, encore une fois. On va voir ce que ça donne. Ben, j'ai ma première table de valeur, puis j'ai besoin de 140 teintures. Parfait. J'ai ici une autre, bon, le coût des brosses qui est représenté de manière graphique. On va se concentrer un peu plus tard là-dessus. On va voir que c'est un peu particulier. Puis après ça, là, ma troisième situation, c'est ben, le nombre de bouteilles de shampoing. Donc là, on me donne des informations, puis je vais calculer une à une les règles de chacune. Puis après ça, je vais me demander ben, quel est le coût. OK. Fait que pour la première ici, 140 teintures, ben, j'ai une fonction qui est représentée à l'aide d'une table de valeur. Puis je sais, bon, on m'a dit dans la question là, que ce serait une règle de la fonction du premier degré, mais je vais quand même le vérifier pour être sûr. Ben, 5 fois 42,50, ça donne environ 200. 10 fois 70, ça donne 700. Puis ici, là, 15 fois 97, ça donne plus de 1000. Donc là, je sais que je suis pas pantoute dans le cas d'une fonction inverse. Si je l'étais, puis bon, être dans le cas d'une fonction inverse quand on parle de ce genre de situation-là, ça fait vraiment pas de sens. Mais bon, en tout cas, je le teste quand même juste pour être absolument certain. Puis c'est ça. Donc ici, je sais bien sûr que je suis la règle d'une fonction du premier degré. Donc je vais me demander comme d'habitude, OK, c'est quoi ma variation des Y divisé par ma variation des X. Puis avec ces informations-là, je vais aller rechercher là, le taux de variation et l'ordonnée à l'origine plus tard. Donc, bon, de 5 à 10, c'est plus 5. Ici, je fais un bond de 27,50. Ici, encore un bond de 5 pour un autre bond de 27,50, et etc. Donc là, le taux de variation, ce sera tout simplement 27,50 divisé par 5. OK? Donc, hein, on se souvient
que mon taux de variation, c'est la variation des Y divisé par la variation des X. Ça revient tout simplement à faire 27,50 divisé par 5. OK? Donc, quand j'effectue cette opération-là, ici en bas, ça me donne le chiffre 5,5. Donc, ça, hein, ça me dit bien sûr que mon taux de variation, c'est 5,5. Donc, là, je peux aller remplacer dans l'équation directement. Puis, bon, je sais que je suis de la forme y égale 5,5 fois x plus b, mais là, je n'ai pas encore la valeur de mon b. Donc, il y a plusieurs manières de trouver la valeur de mon b. J'aurais pu prendre un point, le remplacer puis isoler comme j'ai fait au numéro précédent. Mais ici, je vais utiliser une petite ruse là, technique qui, bon, que les élèves aiment bien la plupart du temps. Donc, parce que c'est bon, c'est parce que c'est moins compliqué puis moins long, bien sûr, là. Donc voilà. Ce que je vais faire ici, c'est que je sais que je sais que dans ce genre de technique-là, bien sûr, ne marcherait pas dans le cas d'une fonction inverse, mais dans le cas d'une fonction du premier degré, ça fonctionne. Donc, si dans le fond, je fais un bond de moins 5 de l'autre côté ici, ben, techniquement, mon taux de variation devrait suivre. Donc, de l'autre côté, j'aurai un bond de moins 27,5. Donc là, ici, ma valeur de quand x vaut 0, je vais aller la chercher, je fais un bond de moins 5. Là, de l'autre côté, techniquement, hein, ça devrait être un bond de moins 27,50. Donc là, je sais ici que ma valeur de ma fonction, quand x vaut 0, c'est 15. OK? Donc, j'ai trouvé mon ordonnée à l'origine, j'ai trouvé ma valeur de b. D'accord? Donc, ça donne droit à la règle suivante. Fait que j'ai trouvé la règle de ma fonction. C'est y est égal à 5,5x plus 15. Donc voilà pour les teintures. C'est une fonction du premier degré. Donc ce qui arrive ici avec la situation des brosses, puis je vais me permettre de dire ça, c'est vraiment une situation assez loufoque. Là, pour ceux qui... bon, loufoque, ça veut dire bizarre, ça veut dire comme ça n'aurait aucune chance d'arriver dans la vie, hein, ce genre d'affaire-là. Fait que pour ceux qui comprennent la fonction inverse, bon, vous avez eu raison de probablement vous dire, hey, ça fait aucun sens ça, parce que si je comprends bien c'est quoi une fonction inverse, ça me dit que peu importe le nombre de brosses achetées, ça va toujours me coûter la même chose, hein. Bon, ça c'est, ok, là j'ai skippé une étape, fait que je vais juste, pardonnez-moi. Fait que dans le fond, quand je vois ici, euh, je sais que j'ai une fonction inverse parce que bien sûr, je peux voir une courbe là-dedans. Mais là, ça ne m'assure pas de rien, ça, hein, parce que si je veux être sûr que j'ai une fonction inverse, il faut que je multiplie les points de coordonnées ici, hein, puis que je sois capable bon, de trouver mon coefficient K. OK? Donc ici, si je fais tout simplement hein, 4 fois 4,5, comme le dit le schéma de décision, j'applique là, ici la multiplication de mes coordonnées x et y, ça donne 18. 6 fois 3, ça donne 18. Donc là, ici, ça me placerait dans une fonction inverse. Puis, dans le fond, la variable y, bien sûr, là, c'est le prix à l'unité. OK? C'est pas le prix, par exemple, pour si, par exemple, ici, je dis OK, quel sera le prix de 10 brosses achetées? Ce que je vais avoir ici, ce ne sera pas le prix pour 10 brosses. Ça va être le prix unitaire par brosse. Donc, c'est là que c'est vraiment un peu bizarre comme situation. Puis, si on comprend bien c'est quoi une fonction inverse, ben, on remarque que ça ne fait aucun sens puisque peu importe le nombre de brosses achetées, hein, si j'achète 1000 brosses, ça va toujours me coûter 18 dollars. Donc là, je ne vois pas de compagnie dans la vraie vie qui disent, OK, peu importe si tu achètes une brosse ou 152 brosses, ben, ça va toujours te coûter la même affaire. Hein? Donc, c'est ça. On remarque là, bien sûr, que c'est un peu loufoque comme situation, mais bon, pour ceux qui ont trouvé bravo, donc on remarque ici que bien sûr la règle de ma fonction inverse sera ben, y est égal à k divisé par x. Puis là, ben, la valeur de k, c'est tout simplement 18, hein, parce que la valeur de k, c'est la valeur de la multiplication de mes coordonnées. Donc voilà ici. Puis là, il ne faut pas oublier le 1,25$ que Post Canada va me charger. Donc là, elle veut 120 brosses. Mais là, 120 brosses, bon, je l'ai expliqué tantôt, là, ça va toujours me coûter 18$, peu importe le nombre de brosses achetées. OK? Donc là, dans le fond, on va le voir plus tard, mais ce sera tout simplement 120 brosses, ça va me coûter 18$. C'est aussi bizarre que ça, cette situation-là. Donc, ce qui arrive ici, bien sûr, hein, c'est que, ah, bon, pour les shampoings, ici, c'est un peu moins compliqué. On nous dit une bouteille de shampoing pour cheveux frisés se vend 8,50$ en magasin, mais Rachel réussit à l'acheter à 70% du prix de vente. Donc, méchant rabais, là. On va calculer c'est quoi 70% de 8,50$. Là, il y a plusieurs techniques pour faire ça. Il y a un bouton sur la calculatrice. Mais bon, on sait que 0,7 fois 8,50$, ça va me donner là, le prix par bouteille. Ce prix-là, là, il est de 5,95$. Donc, ça donne droit à ma fonction suivante. 5,95 fois x
X représente le nombre de bouteilles, puis Y le prix. Donc, à ce temps que j'ai mes trois fonctions, j'oublie pas que j'ai un budget là, de 1800 qui est écrit en bas ici. Puis je vais aller calculer quel est le prix de chacun de mes articles. Donc, j'ai mes trois règles. Je les ai calculées à la page précédente. Et voilà. Y, le coût. X, les teintures. Ici, Y, le coût unitaire. On a vu, c'est vraiment bizarre. Puis X, le nombre de brosses. Bon. Puis ici, Y, c'est le coût total. Puis X, le nombre de shampoings. Donc, dans ce cas-là, tout ce que je vais faire, je vais aller demander, OK, 140 teintures, ça me coûte combien? Ce que je fais pour faire ça, ben, je prends là ma valeur de X voulu, puis je la remplace dans l'équation. Donc, 140, je vais aller le mettre ici, là, finalement, à la place de X dans mon équation, hein, à la place de X ici, parce que X représente le nombre de teintures. Puis ça va me donner une information sur Y, c'est-à-dire, bon, le montant de la facture. Donc voilà, j'ai été faire cette opération-là. Fait que 5 fois 5 fois 140 plus 115, ça donne 785. Ça, c'est mon premier montant. Bon, pour les 120 brosses, ça va me coûter 18 peu importe le nombre de brosses. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, on va l'accepter. Puis, bon, le 1,25 de Post Canada. Puis, pour les shampoings, ben, ce sera tout simplement là, la même affaire que tantôt. Si je veux savoir le coût pour une certaine variable x, ben, je prends ici mon 155 puis je le remplace dans l'équation. OK? Donc voilà. Puis ça donne bien sûr là, 922 et 25. Je ne sais pas pourquoi je dis bien sûr. Puis après ça, ben, il me suffit là, d'aller additionner chacun des montants. Donc là, ça m'a coûté combien pour mes teintures? 785 $. Ça m'a coûté combien pour mes brosses? Ben, 18 pour mes 120 brosses, très pas cher, plus 1,25 pour Post Canada. Puis ici, ben, on va avoir là, 922,25 pour les shampoings. Donc là, j'additionne ça, puis ça donne 1726,25, puis mon budget est de 1800 $. Donc je sais là ici que ben, le budget est respecté. D'accord? Donc il sera bel et bien capable d'acheter tout cet équipement-là. Au numéro 5, on nous dit que Léo est météorologue et il veut analyser la température de la journée du 2 août 2018. Donc, ici, on nous demande quelles sont les températures maximales et minimales. Une question quand même facile. On va tout simplement aller voir, OK, sur mon graphique ici, ben, bien sûr, j'ai la température ici en fonction de l'heure de la journée. Fait que mon point le plus haut, là, c'est clairement ici, là. Puis mon point le plus bas, il est là. Donc là, mon point le plus haut, ça représente la température maximale, c'est 31 degrés. Ici, mon point le plus bas, ben, c'est 24 degrés. OK? Donc voilà, je peux aller répondre à ma question. Fait que le maximum, c'est 31 degrés, puis le minimum, c'est 24 degrés Celsius. Pour le B, on nous demande quelle température faisait-il exactement à 10h15. C'est là que les choses se compliquent un peu parce que j'ai pas beaucoup de précision ici à 10h15, OK? J'ai 11h premièrement ici dans le plein milieu. Puis là, 10h15, je pourrais aller voir ici, là, mais je tombe pas sur une ligne quadrillée, donc je peux aucunement être précis par rapport à ce point-là. Donc, ce qu'il faut faire pour être bon, parfaitement correct, là, puis pas faire d'estimation de valeur, c'est trouver la règle ici de ma droite et après ça, d'aller remplacer algébriquement. Ok, donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont probablement justifiés sur le graphique, mais si vous voulez pas perdre de points l'année prochaine ou quoi que ce soit, là, puis en plus, bon, l'année prochaine, ça va être des fonctions définies par partie. C'est ça, des fonctions définies par partie. Ça serait de dire, OK, ben ici, dans mon intervalle de x, j'ai une certaine fonction. Après ça, pour un autre intervalle de x, j'ai une autre fonction, etc. Fait que j'ai plein de fonctions différentes pour chacune de mes coupures ici qu'on voit dans le graphique. Mais là, c'est comme un préalable un peu à ce qui va se passer l'année prochaine, c'est-à-dire les fonctions définies par partie. OK? Donc là, ici, dans le fond, je vais vouloir aller déterminer c'est quoi la règle de ma fonction qui est définie entre 8 et 12. OK? C'est quoi la règle ici? Donc, ce que je vais faire ici pour calculer ça, bien sûr, c'est que je vais aller chercher deux points. J'ai le point 8,25 et j'ai le point 12,29. Donc là, bien sûr, je calcule la droite ici en rouge. Fait que, comme d'habitude, là, j'applique la règle pour mon taux de variation, puis je vais aller trouver algébriquement à l'aide du principe de la balance mon à l'origine. Donc, le taux de variation, la règle, c'est 29 moins 25 divisé par 12 moins 8 dans le contexte de notre situation. Les calculs, ben, c'est 4 divisé par 4, hein, ça donne 1. Là, mon taux de variation, c'est 1. OK? Mon à l'origine, ici, je vais aller la trouver. Donc, ici, étant donné que mon taux de variation, c'est 1, bon, ici, le 1 devant le x est sous-entendu. J'aurais pu le marquer aussi, là, 1 fois x plus b. Mais bon, je le mets parce que c'est plus simple. Donc, ici, mon taux de variation, c'est 1. C'est tout simplement là, 1 fois x, donc la variable x elle-même. OK?
Donc, ce que je vais faire ici, bien sûr, encore une fois, pour aller trouver la valeur de mon B, ici on est dans une situation simple puisqu'il n'y a pas de coefficient devant le X, ben, je vais aller prendre là un de mes points, puis je vais aller là, remplacer dans l'équation. Donc, la valeur de mon X, c'est 8, puis la valeur de mon Y, c'est 25. Puis je vais aller isoler pour trouver la valeur de mon B. OK? On l'a fait souvent aujourd'hui. Allons-y une fois de plus. J'ai remplacé. J'applique le principe de la balance, c'est-à-dire moins 8 des deux côtés de l'équation, puis ça fait que B est égal à 17. C'est-à-dire j'ai la règle de ma fonction, c'est Y est égal à X plus 17. Mon taux de variation, c'est 1. Mon nom à l'origine, c'est 17. Puis si je veux me demander ben, quelle température faisait-il exactement à 10h15, ben, je peux répondre à cette question-là. Tout simplement là, en me demandant ben, quelle est la valeur de Y quand X vaut 10,25. Hein? Parce que, bon, un quart d'heure ici, là, 10 heures et quart finalement. Hein? Un quart, c'est 0,25. Donc voilà, c'est ça qu'il faut que je calcule. Parce qu'ici, encore une fois, bon, puis j'effectue le calcul ici, là, je ne parlerai pas plus de la notation bon, des minutes là, et du système sur une base 60, si on veut, là, mais en tout cas. Donc voilà. Ici, j'ai été calculer la valeur de Y quand X vaut 10 heures et quart, c'est-à-dire 10,25. Donc ici, là, il va faire 27,25 degrés. Vous voyez, j'aurais pu estimer cette valeur-là ici. Hein? Ah, à 10 heures et quart, il va faire environ. Mais là, non, moi, c'est important de l'avoir de manière précise. Hein? Parce que la plupart, si vous l'avez estimé, vous allez probablement dire, OK, 27,5, 28, je ne sais pas trop, tu sais, 27, quelque chose là-dedans. Mais ici, c'est important d'être précis. OK? Donc, quel est le taux de variation de la dernière partie du graphique et que signifie-t-il dans le contexte? Ben, le taux de variation, on l'a vu, c'est OK dans la dernière partie. Ben, ici, on peut le calculer tout simplement. C'est-à-dire, là, ben, pour 2 heures de plus, j'ai une diminution de température de, ben, je passe de 26 vers 24. OK? Donc, pour 2 heures de plus, j'ai 2 degrés de moins. Donc, ça veut dire qu'à chaque heure, là, ben, la température baisse de 1 degré Celsius. Donc, au prochain numéro, c'est le numéro 6 ou 5 ou numéro 6. Ben, c'est Owen avec son petit scooter. Puis on nous présente trois situations, là, trois coûts hein, de différentes là, entreprises qui veulent louer des scooters. Puis ben, la question après, là, c'est si Owen veut faire 500 km, c'est quoi là, avec quelle compagnie il devrait faire affaire? Fait que là, dans le fond, encore une fois, ça revient à trouver la règle de chacune de mes situations. On va commencer par voiture au max. Voiture au max nous donne une table de valeur. Donc là, encore une fois, il nous donne une information sur, hey, c'est une fonction du premier degré ici. Pourquoi? Parce que ben, le prix final est basé sur le nombre de kilomètres parcourus. Puis ils nous disent en plus qu'il n'y aura pas de prix de base. Hein? Ils nous disent qu'il n'y aura pas d'ordonnée à l'origine parce que c'est juste le nombre de kilomètres. Donc, en tout cas, on pouvait, si on veut le chercher, puis on serait arrivé avec une valeur d'ordonnée à l'origine qui serait égale à 0. Mais si on lit bien la question, on voit là, que c'est le genre d'information qu'ils nous donnent. Mais sinon, on peut le calculer comme d'habitude, puis on arrivera à une ordonnée à l'origine qui serait égale à 0, puis ça donnerait une fonction du premier degré qui passe par l'origine, bien sûr. Donc là, je vais faire la même affaire que d'habitude pour calculer la règle d'une fonction du premier degré à l'aide d'une table de valeurs. Donc, la variation des Y, c'est 8. La variation des X, c'est 40. Même chose, 16. Donc, pour 80 km parcourus, là, ça coûte 16 de plus. Donc, ici, je calcule mon taux de variation, mais mon taux de variation, c'est tout simplement là, 16 divisé par 80 ou 8 divisé par 40. Fait que quand je calcule ça, là, ça me donne 0,2. Puis, je sais que je n'ai pas d'ordonnée à l'origine, comme je le disais plus tôt. Donc, ça me donne la règle qui est là. Donc, je sais ici que Y représente le coût et X représente le nombre de kilomètres parcourus. Donc, ici, je vais pouvoir savoir pour Owen, ça coûte combien quand il fait 500 km. Je vais faire ça plus tard. Pour l'instant, je vais aller regarder qu'est-ce qui se dit avec location express. Donc, il nous donne la règle explicitement ici, 0,15x plus 50. Donc, je n'ai pas besoin de chercher plus loin, j'ai ma règle. En orange, ici, on a là, scooter en folie. Donc, je vais calculer la règle ici pour cette situation-là. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'il nous donne clairement l'ordonnée à l'origine, pour ceux qui s'en souviennent, c'est la valeur de Y quand X vaut 0. Donc, voilà. L'ordonnée à l'origine ici serait 80, tout simplement. OK, donc, je l'ai placé déjà dans ma fonction, ici.
Puis ici, ce que je vais vouloir faire, c'est d'aller trouver mon autre information importante dans ma fonction, c'est-à-dire le taux de variation. Donc, ce que je peux faire, c'est une démarche algébrique, il y aurait d'autres moyens de le faire, mais si je dis, OK, quand Y vaut 82, X vaut 20, OK, je peux remplacer ça dans ma fonction, puis aller trouver la valeur de A qui est associée. Donc, j'ai fait ça, puis j'effectue mon algèbre, le principe de la balance, puis je simplifie. Donc, mon taux de variation, c'est 0,1. Donc là, j'ai mes deux informations, mon taux de variation qui est 0,1 et mon ordonnal d'origine là, qui est 80. Donc, avec ces trois fonctions-là, ici, je suis en mesure d'aller calculer c'est quoi le coût pour 500 km. Donc, pour voiture au max, la règle est ici, location express, la règle est là, et j'ai ma troisième règle ici. Tout ce qui me reste à faire, c'est de calculer finalement pour 500 km. Donc, pour 500 km, ce serait tout simplement de prendre la variable x, qui représente le nombre de kilomètres, et de la remplacer par 500. OK, ben, je fais mon calcul, ça donne 100 pour voiture au max. Ici, j'ai pris ma variable x, qui représente le nombre de kilomètres, et je l'ai remplacé par 500. Donc, ça donne, hein, j'effectue le calcul, 125 Pour l'autre, j'ai fait la même affaire, 50 plus 80, ça fait 130. Donc, voilà. Scooter en folie me coûte 130. Location express me coûte 125. Et voiture au max, 100 seulement. Donc, je sais ici, là, bien sûr, que ma plus avantageuse, c'est voiture au max. D'accord? Donc, big winner. Euh, voilà. C'est la réponse à la question. Au numéro 7, on nous montre l'évolution des placements de Geneviève et de Pierre-Olivier. Donc voilà. Bon, ici, on va aller calculer la règle, la fonction. Je n'effectuerai pas mon schéma de décision là, parce que c'est à vous de le faire. Puis bon, des fois, ça va devenir lourd si je fais tous les petits trucs là. Mais bon, ici, ce serait bien étant donné que je suis dans une table de valeur, ce serait bien de confirmer que je suis pas dans le cas d'une fonction inverse. Ce qui serait quand même vraiment bizarre dans le cas de placement. Mais bon, on ne sait pas ce qui peut arriver comme tantôt là. Donc voilà. Fait qu'ici, je peux effectuer les multiplications ici de mes coordonnées, puis me rendre compte que je suis pas pantoute dans le cas d'une fonction inverse puis me rassurer, puis me dire, OK, je suis dans le cas d'une fonction du premier degré, puis ben, en bas, si je suis dans le cas d'une fonction inverse, je le verrai directement parce que ce serait une courbe inverse qui ressemblerait à ça. Mais là, c'est pas le cas, j'ai une droite, donc bien sûr, là, je sais que je suis dans le cas d'une fonction du premier degré, donc ax plus b. Donc, je vais vouloir trouver mes deux règles encore une fois, puis après ça, calculer, là, ben, la question, c'est lequel des deux placements. OK, quand est-ce qu'ils seront égales? Mais bon, ça va revenir là, finalement à résoudre le système d'équations pour trouver quand est-ce que les deux placements sont égales. Ici, je vais commencer pour le moment par calculer la règle. On parlera de résoudre le système plus tard, là. Donc, la règle, bon, quand j'ai 300 de plus, il y a 6 mois qui s'est écoulé. Ici, pour 300 un autre 6 mois, pour 300 un autre 6 mois. Donc, comme d'habitude, la variation des Y, 300, divisé par la variation des X, 6, va me donner mon taux de variation. Donc, mon taux de variation, c'est 50. Après ça, vient le temps de trouver l'ordonnal à l'origine. Je peux effectuer une opération algébrique ici pour remplacer, pour isoler, mais je vais utiliser le shortcut. Je vais me dire, OK, si je fais un bond de moins 6 ici, techniquement, ça ne devrait pas être plus 300, mais bien moins 300 si je reviens vers l'arrière. Hein? Donc, c'est ça qui s'est passé. Ici, c'est un saut de moins 300. Donc, quand je trouve ici ma valeur de Y quand X vaut 0, j'ai trouvé mon ordonnal à l'origine et j'ai trouvé la règle. Donc, ma règle, c'est 50X plus 15 000. Donc, voilà la règle pour ce placement-là. Je l'ai marqué ici. Donc, pour l'autre, on va trouver la règle. On me donne encore explicitement l'ordonnal d'origine, c'est 10 000 Ça correspond au montant qu'elle avait au début. Et dans le fond, elle a investi 10 000 puis elle a regardé, OK, après 16 mois, ça me donnait 12 400. Fait que là, on va vouloir dire, OK, c'est un peu bizarre parce que d'habitude, les placements, ça augmente de façon exponentielle avec les intérêts composés. Mais encore une fois, bon, ici, ce serait des intérêts simples. Puis pratiquement personne qui fait des intérêts simples, mais en tout cas. En fait, en tant que client, pourquoi on irait pour des intérêts simples si on pouvait aller pour des intérêts composés, là? C'est une question que vous allez pouvoir vous poser un peu plus tard dans votre étude des mathématiques. En tout cas, bien sûr, il y aura personne qui irait vers un taux d'intérêt simple s'il peut y aller vers un taux d'intérêt composé, dépendamment du pourcentage, bien sûr. Mais en tout cas, on va se garder ce genre de discussion-là pour secondaire 5. D'accord? Donc ici, on a une fonction du premier degré, puis je vais vouloir trouver sa règle, mais encore une fois, hein, ma fonction du premier degré, c'est taux de variation fois x plus ordonnal d'origine. Mon taux de variation est donné explicitement, c'est 10 000. Donc, je vais aller remplacer ici à cet effet, finalement, hein, 10 000, je le place là. Puis après ça, le défi, c'est de trouver mon taux de variation. Ben, je vais aller remplacer.
Je me sers d'un point ici, hein. Je vais dire, OK, quand y vaut 12 400, x vaut 16. Donc, si je remplace ça dans l'équation, ça devrait là, répondre à toutes mes questions, puis trouver la valeur de mon inconnu, mon taux de variation. Donc, j'effectue mon algèbre. Puis, bon, si le principe de la balance dit que si je fais moins 10 000 des deux côtés de l'équation, mon équation va être respectée. Donc, c'est ce que j'ai fait. À droite, ça s'annule. À gauche, 12 400 moins 10 000, ça donne 2 400. Donc, on va diviser par 16 ensuite des deux côtés de l'équation pour se débarrasser du coefficient devant mon taux de variation. Donc, 2 400 divisé par 16, c'est 150. C'est la valeur de mon taux de variation. J'ai trouvé ma deuxième règle. Donc là, la question, c'est dans combien de temps le montant des placements de Geneviève et Pierre-Olivier sera-t-il le même? Fait que ça revient finalement hein, à résoudre un système d'équations. Aussitôt que c'est une affaire de même, hein, quel sera le montant payé lorsqu'ils auront bon, le même. Bon, résoudre un système d'équations, c'est toujours de trouver quand est-ce que deux situations fonctionnelles vont être égales, finalement. C'est toujours ça. OK? Donc, ici, j'ai mes deux règles. Puis je vais pouvoir facilement trouver algébriquement résoudre ce système d'équations-là. On aurait pu rentrer tout ça dans la table de valeur, mais c'est tellement moins compliqué de le faire algébriquement. Puis, bon. Fait que là, c'est une affaire en 4 étapes, comme j'avais dit dans les notions théoriques. Donc ici, l'étape 1, c'est la confrontation. On place, bon, la partie ici à droite, on la place là. Hein, tout ce que j'ai fait ici, j'ai pris ça, puis je l'ai mis ici. Après ça, pour la deuxième étape, j'ai pris ça, je l'ai mis là. Puis là, après ça, je vais tout simplement appliquer mon étape 2, c'est le principe de la balance. Donc, je vais vouloir trouver une valeur de x qui satisfait cette équation-là, ce signe d'égalité. Donc, je vais appliquer le principe de la balance, puis je vais trouver ma variable x. Voilà, j'ai fait moins 50x des deux côtés. Après ça, j'ai fait moins 10 000 des deux côtés. Ça me donne la chose suivante, 5000 divisé par 100. C'est-à-dire, OK, ça, ce que ça me dit hein, pour la variable x, ça me dit, OK, après 50 mois, la valeur de leur placement sera exactement la même. Mais là, dans la question, j'ai pas juste, OK, après combien de temps dans combien de temps le montant des placements de Geneviève et de Pierre-Olivier sera-t-il le même? Parce que la réponse à cette question-là, c'est bel et bien après 50 mois. Mais on me dit aussi, OK, quel sera ce montant? Fait que là, dans le fond, j'ai trouvé la solution de mon système d'équation, la variable x, qui représente le temps, hein, le nombre de mois. Puis moi, ce que je veux après, c'est trouver la valeur de y qui est associée hein, à ce nombre de mois-là. Là, techniquement, si je remplace dans le nombre de mois, si je remplace dans n'importe laquelle de mes deux équations, ça devrait absolument me donner la même chose parce que à ce moment-là, ils sont supposés être égales dans leur placement. Donc, c'est ça que je vais faire. L'étape 3, c'est de remplacer. Donc, je vais choisir la première équation, mais bon, si on veut vérifier, là, on va le faire avec l'autre. Fait que faisons ça. On calcule. Ce que je me suis demandé ici, c'est OK, pour ma fonction qui est là, quand x vaut 50, qu'est-ce que ça vaut? Ben, elle aura 17 500 après 50 mois. Ben, pour l'autre fonction, je ne l'ai pas fait ici, mais on peut toujours le calculer. Là. Si après 50 mois, c'est le calcul suivant, 150 fois 50 mois plus 10 000 OK. Ça me donnerait encore une fois 17 500. C'est la réponse souhaitée parce que sinon, j'aurais fait une erreur de calcul. Mais là, ça me dit, bien sûr, 50 mois, après 50 mois, ça va me donner 17 500 puis ça, c'est vrai pour les deux placements, c'est-à-dire celui de Geneviève et celui de Pierre-Olivier. Puis c'est la réponse à ma question, ben, le couple de coordonnées 50 17 700 ou tout simplement, après 50 mois, les deux auront simultanément 17 500 dans leur compte en banque, dans leur placement. Au numéro 8, on nous demande de représenter le système d'équations et d'écrire sa solution. Donc, ce que je vais faire, c'est un peu la même affaire qu'avant. Ici, hein, bon, je vais commencer par placer deux points, trouver c'est quoi la droite qui représente ma première équation. Puis après ça, je vais placer deux points pour mon autre équation, puis je vais tracer ma droite. Donc, voyons voir ce que ça donne. Ce qui arrive dans cette situation-là, c'est le fun là, parce que je peux placer directement mes ordonnées à l'origine. Donc ici, je sais là, que je vais avoir un point qui va aller là, c'est sûr, pour cette droite-là. Puis l'autre, je vais avoir un autre point qui est là. Fait que déjà là, ça m'économise des étapes là, si je suis au courant de cette technique-là. C'est-à-dire que l'ordonnée à l'origine est tout simplement là, ça ici, puis que ça représente la valeur de y quand x vaut 0, tout simplement le point de croisement de ma droite avec l'axe des y. Bon, dans tous les cas, ça m'économise une étape. Ce que j'ai à faire après ça, c'est de dire, OK, quand je vais trouver un deuxième point finalement, hein, puis quand ma fonction vaut moins 3, quelle sera la valeur de y?
Mais là, je choisis pas moins 3 par hasard. Ici, là, je suis à la recherche d'une valeur qui va être bien représentable dans mon graphique, là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi moins 3. Donc, je vais effectuer le calcul ici, puis je remarque que tout ça, ça se simplifie, puis ça donne bien sûr 2. Donc, 2 plus 4. La valeur de y quand x vaut moins 3, c'est 6. Donc, je vais aller placer mon point. Ben, moins 3, 6. OK? Après ça, comme je disais tantôt, j'ai mon ordonnal à l'origine ici. Aussitôt que j'ai 2 points, je peux tracer ma droite. La voilà. Donc, pour l'autre, mon ordonnal à l'origine, c'est 1, hein, comme je disais tantôt. Je la place direct ici. Puis, je peux aller calculer un autre point. Ben, je vais choisir ici, c'est pas un hasard si je vais choisir un multiple du chiffre 3. Comme ça va me donner un chiffre entier. Si je choisis 2, 4 ou 8, là, ben, ça ne me donnera pas un chiffre entier, puis ce ne sera pas des calculs le fun. Okay? Puis je serai pas capable d'aller tracer avec précision ma droite. Donc voilà, je vais choisir ben, le chiffre 3. 3 divisé par 3, ça donne 1. Donc 1 plus 1, ça donne 2. Okay? Donc ça donne droit au point de coordonnées, ben, 3, 2. C'est-à-dire quand x vaut 3, ma fonction retourne 2. Donc là, j'ai déplacé mon point. Après ça, je trace ma droite qui passe par les 2 points. Ça donne la chose suivante. On nous dit de trouver la solution du système d'équation. Mais la solution d'un système d'équation, c'est le point de croisement des deux coordonnées. Donc là, le point de croisement des deux coordonnées, ici, ça a donné que c'est la même affaire que, bon, le point que j'ai testé là. Mais je vois bien là que ce point-là, ici, c'est le point x3, y2. Donc, c'est la solution du système d'équation. C'est la coordonnée 3, 2. Si je veux en être sûr, je pourrais remplacer mes valeurs dans chacune des fonctions ici là, pour me valider. Donc, dernier numéro, quel couple représente la solution du système d'équation suivant? Donc, c'est tout simplement d'appliquer les 3 étapes ici, puis de trouver là, la solution du système de manière algébrique. Donc, voilà, la première étape, c'est l'étape de confrontation, comme on a vu tantôt. Donc, je prends la partie à droite de mes deux fonctions, puis je les place de part et d'autre du système, du signe d'égalité. Puis après ça, ben, je vais appliquer le principe de la balance. OK? Donc, je place mes deux lignes. C'est optionnel, cette étape-là, mais j'applique le principe de la balance. Puis ici, j'ai additionné 1 des deux côtés de l'équation, là. Moins 1 plus 1, ça donne 0, ça s'annule. Puis ici, 8 plus 1, ça donne 9. Donc, voilà. Puis je continue mon affaire. Mais là, ici, c'est sûr que c'est bizarre un peu avec le coefficient qui se cache devant le x, parce qu'on a x divisé par 2. On l'avait vu, là, c'est comme si j'avais 1 sous-entendu. Donc, le coefficient devant x, c'est une demi. Une demi, si je le calcule sur ma calculatrice, là, c'est 1 divisé par 2. 1 divisé par 2, c'est 0,5 pour ceux qui sont plus à l'aise avec une notation décimale. Donc, voilà. Le coefficient devant x, c'est 0,5. Donc là, je vais continuer mon principe de la balance. Je vais additionner 4x des deux côtés de l'équation. OK? Donc, j'ai fait 4 plus 4x ici. Ça s'est annulé. Puis de l'autre côté, 0,5x plus 4x, ça donne 4,5x. Donc, après ça, je peux finalement diviser par 4,5 des deux côtés de l'équation qui me donne la valeur pour x, c'est-à-dire, la solution du système là, est représentée par x qui a la valeur 2. Après ça, la prochaine étape, on s'en souvient, c'est d'aller remplacer dans n'importe laquelle de mes deux équations. Donc là, quand x vaut 2, quelle sera ma valeur de y ici? Puis je vais aller faire ce processus-là pour mes deux fonctions. Donc, hein, la première fois, ça va être, ça va être l'étape 3 finalement, puis l'autre étape, ce sera l'étape de la validation. Mais dans tous les cas, là, je vais me valider, puis je vais aller regarder, OK, si x vaut 2, techniquement, ça devrait me donner la même valeur pour y, si c'est bel et bien la solution de mon système d'équation, si x est associé à cette solution-là. Donc, voyons voir ce que ça donne. Ben, moins 4 fois 2 plus 8, ça donne moins 8 plus 8 qui donne 0. Après ça, alors, fait que là, je sais que ma solution, c'est 2, 0 à date, mais je vais aller aussi vérifier là, en remplaçant dans l'autre équation. Donc, 2 divisé par 2 moins 1, ça donne 1 moins 1, qui donne 0. Donc là, ici, je me suis vérifié à droite ici, mais la solution de mon système, c'est la valeur de 0. Donc, ça fait le tour ici là, du devoir. Donc, je vais arrêter ça maintenant, parce que ça fait déjà assez longtemps que je parle. Donc, on se voit demain là, pour la prochaine le prochain cours. Puis on va oublier le caout pour aujourd'hui là, parce que ça a duré beaucoup plus longtemps que j'avais prévu. Donc merci et à demain.